François Hirsch, INSERM et CPP. Concernant l'essai vaccinal, donc j'ai bien compris qu'il n'avait pas encore débuté, donc nous sommes hors période épidémie. Et je suis étonné qu'on ne fasse pas une phase 1, et je suis étonné qu'on ne prenne pas des volontaires sains des pays du Nord, comme je pense qu'un des essais vaccinaux d'Ebola auquel participait la Suisse, il me semble que des bons Suisses ont été vaccinés, hein, des volontaires sains. Donc je suis étonné que vous commenciez par une phase 2 sur des populations uniquement africaines. Il y a eu des phases 1. Il n'y a aucun problème, aucune ambiguïté là-dessus. Je voulais juste présenter ce qui se faisait en Guinée. Il y a des phases 1, il y a des résultats. Les publications de la phase 1 de privé de nos collègues du NIH, je crois, est en sous-presse. Enfin, et nous connaissons les résultats et on est dans un parcours parfaitement standardisé. Tu as vu parfaitement aussi les laboratoires qui nous accompagnent, Johnson & Johnson et Merck. C'est quand même pas non plus des compagnies qui prennent des risques ou des libertés avec les procédés habituels. On a vu ce matin que l'éthique avait pas mal avancé avec des horror stories, comme nous a dit Philippe Amiel. Peut-être que tu nous as dit que le sida avait été peut-être une success story qui nous a aidé à avancer un peu dans la crise d'Ebola. J'aurais aimé que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Et puis, une autre question pour Xavier Anglaret. On voit un peu toute votre expérience, puis avec quel tact en fait vous avez pu gérer tout ça dans des conditions difficiles, notamment ce que vous appelez le droit à ne pas randomiser, y compris pour un essai qui implique différents pays et puis aussi des fonds de recherche américains. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir aussi cette expérience. Et vous avez parlé justement de droit à la recherche clinique, puis vous avez pas mal d'expérience là-dessus. Si vous pouviez nous en dire un petit mot pour comprendre un peu comment est-ce qu'on peut penser un droit à la recherche clinique également ailleurs. Merci beaucoup. D'abord, dans les intervenants, Xavier Anglaret en est un exemple, et moi aussi, par rapport aux sciences sociales, c'est ceux qui se sont engagés dans Ebola, un peu de façon un peu naturelle et généalogique. C'est des gens qui étaient déjà engagés sur les terrains en Afrique, sur le VIH. Donc il y a une généalogie un peu évidente des virologues qui vont passer du sida à Ebola et puis retourner au sida ou rester dans Ebola. Première chose, du coup ça veut dire que on a eu tendance, et il faut prendre garde à cette logique-là, on a eu tendance à vouloir reproduire dans Ebola ce qui s'est passé sur le VIH. Par exemple, dès le début, je me souviens des réunions en septembre 2014 où dès le début on disait il faut penser multithérapie parce on a perdu trop de temps avec le VIH. Il faut penser multithérapie. Donc il y a des logiques comme ça qui se reproduisent aussi en termes de mobilisation, alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Je vous donne un exemple. Sur le VIH, on a dit tout de suite, on a appris avec le VIH qu'il fallait des associations de malades, en disant parce que c'est elles qui vont tenir, qui vont pouvoir jouer un rôle important. Et de façon presque automatique, on a voulu créer des associations de malades Ebola. Sauf qu'un malade d'Ebola, ce n'est pas un malade du VIH. Et que la chronicité du VIH, ce n'est pas l'expérience traumatisante d'Ebola, qui est très rapide et qui désocialise d'une manière radicale des gens qui ont perdu tous leurs enfants et qui sont accusés eux-mêmes d'avoir mangé leurs parents parce que leurs parents sont morts. Donc les configurations ne sont pas exactement les mêmes. Donc oui, il y a une généalogie qu'il faut reconnaître, il y a des leçons qui ont été reprises du VIH. Non, on ne peut pas reproduire exactement la même chose et il faut au contraire prendre garde à cette reproduction. Je vais juste répondre à la question sur la recherche, le droit à la recherche clinique. C'était juste une façon de dire et de répondre. Le droit à ne pas s'entendre dire que la recherche clinique est un luxe de pays riches ou quelque chose comme ça, et que ça fait partie intégrante de la médecine partout. Cette question du droit à la recherche clinique, ce n'est pas un droit métaphorique, ça peut tout à fait se poser en termes juridiques, de même que se pose à l'heure actuelle la question du droit de participer aux essais cliniques. Pour les patients, je pense aux réflexions qui sont conduites dans le cancer, sous réserve que les patients soient éligibles naturellement. Je voudrais simplement faire remarquer que ce qui est très impressionnant dans les interventions qui viennent d'avoir lieu, et nous c'était notre crainte au comité, je crois que je parle sous le contrôle de Christine, mais c'est de faire une éthique de brousse pour de la recherche de brousse, c'est-à-dire faire une éthique de brousse avec le pistolet sur la tempe pour agir dans des délais très rapides. Or, nous n'avions pas affaire, manifestement, à des protocoles de recherche de brousse. C'est de la vraie recherche, c'est de la bonne recherche. Et ce que nous avons fait, c'est aussi de la bonne éthique. C'est-à-dire qu'évidemment, la question du consentement oral, ce genre de choses, finalement, on sort de la routine,
Mais c'est ça l'essence en fait de la vigilance éthique. L'accident de Rennes nous rappelle que la participation aux essais cliniques, que le rôle des comités d'éthique, que le rôle de l'administration, ça ne doit pas être que de la routine. Il faut être vigilant parce qu'il y a des accidents. Saber Ben Mimoun, doctorant de l'Institut Curie. Ma question est la suivante. Quelle place pour le consentement au sein de la réflexion éthique quand il s'agit d'une épidémie avec une maladie mortelle et surtout contagieuse? Ce que je veux dire, qu'est-ce qui se passe si la volonté d'éradiquer cette maladie se heurte au respect du consentement? Et un autre exemple, par exemple, les vaccins obligatoires. Voilà, c'était ma question. Attendez, on ne va pas mélanger les vaccins obligatoires et... Non, je veux dire, c'était juste là, c'est un deux choses exemple. différentes, hein, ça n'a rien à voir. Mais je pense que je vais laisser Xavier répondre. Dans le cadre d'un essai, c'est oui sans hésiter. Ça ne veut pas dire que on ne sait pas par avance que dans un cadre comme ça, la réponse va être aussi oui à 100%. Mais le fait d'avoir la phase d'information et de consentement oblige à expliquer ce qui se passe avec des mots-clés qui sont traduits de la fiche d'information. Donc c'est un médicament, on n'est pas sûr qu'il marche, peut-être qu'il peut faire plus de mal que de bien, etc. Donc ça, oui, il faut le faire. Après, évidemment, on sait bien que les gens vont accepter en... Voilà. Là, de toute façon, c'est vraiment la base des grands principes et des règles juridiques nationales et internationales, je parle sous contrôle de Philippe Amiel, de la recherche clinique. On teste un médicament avec des bonnes hypothèses en pensant qu'il va probablement être efficace. C'est une expérimentation chez l'homme qui a été mise dans les conditions, dans les moins mauvaises conditions pensées par les investigateurs et les gens qui ont dû analyser ces projets. Ça reste une expérimentation chez l'homme. La base, c'est d'en informer les personnes et qu'elles y consentent. J'aimerais ajouter quelque chose, deux points. Autant dans le cadre du favipiravir, les gens avaient le choix entre refuser, mais il y avait rien, on leur proposait rien d'autre, ou prendre le favi. Donc la majorité, je parle sous contrôle de Xavier, ont accepté. Mais il faut savoir que dans le cadre du premier essai vaccinal, les chiffres ne sont pas encore sortis, c'est pas publié, mais on sait par les bruits de couloir que beaucoup de gens ont refusé le vaccin alors qu'on était en pleine épidémie. Dans le cadre du Ring Trial. Donc on n'est pas, les gens, même dans un contexte d'épidémie et d'urgence, ont encore la possibilité de dire non. Et deuxième point, il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que le consentement, c'est pas un tenté, que le consentement, c'est quelque chose qui se reproduit en permanence. Et c'est ce que disait Xavier quand il disait, au fond, les gens votent avec leurs pieds. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas content de sa prise en charge, il dit oui une fois et puis il ne revient plus. Donc le consentement, c'est quelque chose qui se construit dans la durée et dans la confiance de l'interaction, d'où la nécessité d'une bonne information au long cours et d'une vraie prise en charge des patients dans les essais cliniques.